Attention, durant cette saison pas comme les autres de La journée commence par le rêve, j'ai choisi de partager certains moments de ma vie amoureuse. Les prénoms et détails des personnes impliquées ont été modifiés, certaines histoires ont été regroupées. Le but de ce podcast n'est ni de blesser ni de dénigrer mes rencontres, mais de raconter avec humour et sincérité ce que j'ai vécu, le beau comme le pathétique. Si certaines se reconnaissent malgré tout ou n'apprécient pas ce contenu, qu'elles acceptent par avance mes excuses et qu'elles se rappellent qu'il ne s'agit que de mon point de vue, pouvant ne pas refléter leur réalité puisque reflétant ma réalité. Notez également que cette saison sera découpée en 4 épisodes. Pour une meilleure compréhension, je vous suggère de les découvrir dans l'ordre. Bonne écoute. Première partie. Voie 3A, Eurostar à destination de Paris-Nord, 7h53 partira de la voie 3A. L'histoire commence dans un train, vers Paris. Je pars à la rencontre de Véronique Cohn, psychologue spécialiste des relations amoureuses. Mais en réalité, l'histoire débute l'an dernier. Et c'est ce qui explique ma présence dans ce train. Lors d'une séance, ma psy me conseille de m'inscrire sur une application de rencontre, car il est temps pour moi d'avancer. Approchez, c'est parti pour le grand manège de l'amour. La première sur le grand manège de l'amour à mettre un cœur sur mon profil s'appelle Erika. Nous discutons plusieurs jours. Elle est architecte d'intérieur. Bon, ça, c'est en ligne, parce que dans la vraie vie, être architecte d'intérieur, ça signifie monter des meubles chez Ikea. Nous nous rencontrons au bar L'Embûche, situé sur une péniche. Pendant toute la soirée, elle me cite des noms de meubles en suédois. Elle m'explique le fonctionnement du logiciel servant à concevoir les espaces. Et elle me confie ses embrouilles avec les menuisiers, parce que c'est vraiment des cons, ceux-là. Elle est fan de sport extrême et de chute libre. La chute libre, c'est moi qui la vis pendant tout le rendez-vous. En fin de soirée, quand le mec derrière le bar éteint la lumière pour qu'on se casse, je comprends que c'est avec lui que j'ai une vraie affinité. Comme moi, il veut rentrer chez lui au plus vite. Le deuxième cœur sur le grand manège de l'amour reçu vient de Bérangère, une prof de yoga fan de rando qui mange des graines. Au bar Le Bobo, elle me parle d'un docu Arte vu la veille sur des moines tibétains qui meurent pendant leur méditation. Bon, ok, ça ne fait pas du tout conversation romantique, on est d'accord, mais au moins, ça change des meubles Hagestorm qui tiennent avec les fixations Jarnefeld plutôt que Sweiner. Bérangère m'explique qu'elle habite encore sous le même toit que son ex, Tristan, un perché à queue de cheval, qu'elle continue d'appeler « mon mari ». Quand je lui dis que ça me fait peur, ça, elle se montre rassurante. Le déménagement est pour bientôt quand mon ex-mari, Tristan quoi, aura enfin accepté la situation. Il est un peu déprimé ces temps-ci, tu comprends ? Elle me dit que nous pouvons devenir amis en attendant et qu'on verra bien. Amis, pourquoi pas. Sauf que ami, ça c'est dans la vraie vie, parce que ami sur l'application de rencontre, et ça je le comprends juste derrière, ça signifie bloquer le profil de l'autre pour qu'il ne puisse plus jamais nous contacter. Ilma est mon 5e cœur. Elle est docteure en physique nucléaire et je comprends tout ce qu'elle me raconte. Ça commence pas trop mal, seulement voilà. Elle m'avoue qu'elle a un sex friend en ce moment pour reprendre confiance en elle depuis sa séparation. Et bien sûr, si ça marche entre nous, elle le laissera tomber, car ce qu'elle veut, elle, c'est l'amour, le vrai. Discussion et érection. Ah oui, et elle préfère aussi que son ex n'apprenne rien quand elle se remettra dans un vrai couple. Pour ne pas le blesser, elle demandera à son nouveau mec de se cacher un certain temps. Ma psy me dit 5 rencontres en un mois, c'est beaucoup. J'ai des patients qui font 5 rendez-vous en un an. Et encore. Une étude de 2018 à propos de la rencontre en ligne montre que si rencontrer quelqu'un en vrai est plus simple pour les femmes, jusqu'à 80% y arrivent, surtout les trentenaires qui habitent dans une grande ville, il ressort que moins de la moitié des hommes hétérosexuels y parviennent. En particulier s'ils ont plus de 50 ans, qu'ils font partie du milieu rural, non pas le bachelier ou sont en bas de l'échelle sociale. La rencontre en ligne, c'est un système capitaliste et pour le coup, j'en bénéficie. Je pensais que ce qui plaît chez moi, c'est la manière dont je m'exprime, mes connaissances, mon humour.
Megan, ma 6e rencontre sur le grand manège de l'amour, m'apporte une autre explication. Ce n'est pas ton intelligence, me dit-elle, à la terrasse du café, l'alchimie nauséabonde. C'est juste que déjà tu as des dents, et il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des dents. Et surtout, tu as encore pas mal de cheveux, ce qui n'est pas si répandu quand on est un homme de 40 ans. Elle me raconte avoir vu défiler pas mal de photos d'hommes à mèches replaquées pour cacher la misère, posant devant des voitures, et même pas des belles voitures, des Dacia ou des Fiat. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, nous arrivons en gare de Paris-Nord, notre terminus. L'entrée en gare du train m'extirpe de cette revisite de mes aventures. Il est temps de me concentrer sur l'entretien qui m'attend avec Véronique Cohn. S'il y a bien quelqu'un qui peut apporter un angle de vue supplémentaire sur les états amoureux, c'est bien elle, avec son vécu et ses mots d'une incroyable justesse. Véronique Cohn, bonjour. Vous êtes née en 1964 à Neuilly-sur-Seine. Petite, vous rêvez du prince charmant, très imprégné du mythe romantique de l'amour, des histoires à la Walt Disney. On vous dit que vous ressemblez à un garçon. Et comme on le sait, ces injonctions de l'enfance sont comme des poneys sur lesquels on va sauter, s'accrocher pour construire son identité. Vous, ce sera la séduction pour vous rassurer. Ce qui crée un peu une dualité chez vous quelque part, non ? Vous cherchez à séduire en mode Don Juan, et en même temps, vous voulez vivre une grande histoire d'amour. Ah, c'est complètement ça, hein. C'est vraiment l'histoire. C'est ma construction. C'est vraiment ça. En plus, je pense que je suis vraiment de mon époque, du mythe de l'amour romantique, où on est complètement baigné. Même encore aujourd'hui, hein, ça n'a pas changé, franchement. Cette histoire qu'un jour, mon prince, ma princesse viendra et me sauvera ma vie. C'est vrai que je me suis retrouvée dans des contradictions. Parce que mes parents voulaient plutôt un garçon, et donc moi, je voulais être une vraie fille. Et ensuite, il y avait cette histoire aussi de réussir, d'être performante, d'y arriver, de jouer à Superwoman. C'est aussi très de l'époque, en fait. Votre père est branché sur l'ésotérisme et la spiritualité. Il représente à vos yeux l'homme allié, intentionné, aimant, l'image idéalisée qui vous suivra longtemps. Vos parents vous laissent la possibilité de choisir votre métier. Ce sera la psychologie. Vous obtenez votre diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie du travail à l'université Paris 5 René Descartes, devenue depuis Paris Cité. Vous devenez consultante et formatrice en entreprise. Vous ouvrez également un cabinet en tant que psychothérapeute. Votre vie amoureuse est très traditionnelle. Mariage à 21 ans, enfant, mais rapidement, cette vie trop fermée et trop rigide vous dérange. Vous allez explorer différents modèles avec différents compagnons. Polyamour, couple traditionnel, union libre. Et de nouveau, la dualité pointe le bout de son nez parce que l'exclusivité vous gêne. Quand il n'y a pas d'exclusivité, vous devenez jalouse. C'est quoi le ressort psychologique qui s'agite derrière ? C'est plus l'autre nous échappe, plus on veut l'attirer à nous ? Ah ouais, exactement. Ouais, je pense que j'ai beaucoup joué dans la cour des « fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis ». Avec un idéal quand même romantique et spirituel pour moi. Et c'est vrai que le père est pas pour rien. L'image idéale du père, qui était pour moi le dieu de la lumière quand j'étais petite, parce que mon père vendait des luminaires. Et était chef d'entreprise. Donc j'avais cette image un peu sacralisée d'un homme à la fois qui était effectivement dans l'ésotérisme, dans la spiritualité, dans la symbolique, qui travaillait sur les rêves. Alors j'avais quand même une image d'un père un peu idéalisé. Et donc je courais derrière ces figures masculines idéales comme ça. Des hommes mystiques la plupart du temps. Donc ceux-là, je courais derrière, mais c'était les inaccessibles étoiles, puisque eux couraient après Dieu ou couraient après je sais pas quoi, n'importe quel pouvoir de gourou. Et moi, je courais derrière, cette connexion un peu parfaite. Et en même temps, là, dans les couples stables où j'ai fait effectivement un mariage traditionnel, je pense que ça, c'est aussi lié au judaïsme. Donc moi, je suis juive et donc il y avait quand même une représentation d'un cadre dans lequel il fallait s'installer, faire un mariage un peu parfait, des enfants parfaits, une famille parfaite, enfin un truc comme ça. Donc j'avais les deux en moi. Mais en faisant ça, après coup, je me suis rendu compte que je me dévaluais. En étant fascinée par ces images d'hommes mystiques, d'hommes élevés, d'hommes intellectuellement brillants, etc. Parce que j'aimais beaucoup ces hommes charismatiques à la papa quand même. Et je les décris dans les mécaniques après. Plus je suis fascinée par quelqu'un que j'idéalise, plus je me déserte en fait. Vous rencontrez votre grand amour, Pierre, il vous initie au tantra, le courant hindouiste qui se matérialise dans la fusion des corps à travers la sexualité et mène à l'extase mystique. Vous découvrez qu'il y a quelque chose de plus fort que l'amour, c'est vivre en vérité, identifier ses émotions, les nommer, oser les affirmer à l'autre. J'ai plutôt le sentiment que cette expérience de fusion et de dissolution lors de l'acte amoureux, c'est une question d'alchimie entre deux partenaires. D'ailleurs, la définition de l'alchimie qui a été donnée dans la saison 2 de ce podcast, c'est l'union
l'union de deux corps destinés l'un à l'autre depuis toute éternité. Alors, est-ce que le piège, quand on a vécu cette alchimie avec un partenaire, c'est pas de vouloir revivre à tout prix cette alchimie unique avec d'autres partenaires? Si, ça a été une sacrée période de ma vie. J'ai jamais retrouvé ça après. Il y avait cette alchimie, sexe, cœur et plus haut. Et on consacrait, pourtant j'avais des enfants petits, de faire l'amour quasiment tout le temps, enfin tous les jours et tout le temps, et en mettant du temps dessus. Et du coup, après, ça m'a fait une référence. C'est-à-dire qu'il était mon référentiel. Après, j'ai pas arrêté de courir après en cœur d'artichaut. Je me disais, peut-être que ça va être aussi bien que Pierre. Peut-être que ça va être aussi bien que... J'arrêtais pas, en fait. Je cherchais à travers tous ces hommes cette similitude, ce goût de cette fusion charnelle, de cette espèce d'amour mystique, enfin un truc vraiment... qui était exceptionnel. Et je ne suis pas la seule, parce que j'ai eu pas mal de mes patients après qui m'ont dit oui, j'ai trouvé ce truc avec cette personne, c'était tellement unique, tellement exceptionnel, etc. Je confirme. Qu'après, j'écris un référentiel et je cours après la même chose, ou du même genre. Sauf que le même genre, c'est jamais le même genre. Et comment on sort alors On n'en sort pas. D'accord. Super. En fait, il y a un travail, je pense, d'acceptation, d'un deuil à faire de cette exceptionnalité. Alors, il faut déjà être content de l'avoir connu quand même dans sa vie. Déjà, c'est mieux que de ceux qui n'ont rien connu du tout. Ensuite, je pense qu'il y a un détachement à faire en laissant l'opportunité à d'autres rencontres qui auront une autre saveur, qui seront peut-être moins accordées à nos violons, parce que c'est un accordage. D'ailleurs, c'est un peu faussé, parce qu'il y a plein de problèmes, il y a plein de défauts. Il y a du coup cette incapacité de s'ouvrir à d'autres vraiment, de laisser de la place à d'autres. Parce que c'est comme une histoire, c'est un peu des trucs d'âme sœur, ça. J'avais dû faire une séance, je me rappelle, avec un thérapeute qui m'avait dit, écoute, il faut que tu te désengages, parce que tu t'étais engagé jusqu'à la fin de ta vie et plus pour l'éternité, lui peut-être ou pas, mais en tout cas, toi, tu t'étais engagé dans un mariage absolu, en fait. Et donc, tu dois te désengager pour te libérer des chaînes que tu as créées par ce mariage d'amour romantique sacré, etc. Et c'était intéressant de le voir comme ça. Oui. Parce que c'était moi qui avais projeté cette histoire et l'avais magnifiée, même s'il y avait quelque chose d'exceptionnel, évidemment, dans le charnel, mais pas que. Mais c'est quand même moi qui ai créé toute cette histoire. Et ce qui m'a ensuite permis d'écrire qu'on se raconte beaucoup d'histoires et qu'on magnifie les histoires parce qu'on a envie de se la raconter. En 2015, vous comprenez que le thème qui vous passionne depuis toujours, c'est l'amour. Vous donnez une première conférence, c'est quoi l'amour, devant quelques personnes, et puis petit à petit, vous sentez un engouement. Vous mettez à disposition sur votre chaîne YouTube vos conférences. Votre force est que vous parvenez à saisir chez vous et chez vos patients des thématiques et problématiques autour de l'amour pour les redistribuer dans vos conférences. Vous développez 5 profils amoureux en vous basant sur le modèle d'analyse caractérielle du docteur Wilhelm Reich, un éminent psychanalyste du début du XXe siècle. Ce travail se retrouve dans votre livre « Quel amoureux êtes-vous ?», ainsi que dans vos conférences. Alors, pour que celles et ceux qui nous écoutent puissent savoir un peu de quoi il s'agit, on va très brièvement évoquer les 5 profils. Le premier profil, c'est le frileux lévitant. Coupé de ses émotions, il n'a pas vraiment atterri dans son corps, il a du mal à s'engager parce que c'est trop fort, trop vite, trop envahissant. Le deuxième profil, l'altruiste, qui aime trop. Il donne, sauveur, c'est l'amour qui soigne le monde, bisounours, new age. Il s'adapte pour plaire parce qu'il pense que l'autre ne l'aimera pas s'il ne le fait pas, et il s'oublie complètement. Troisième profil, l'alpha, le contrôlant, le dominant. Il est fort, il gère, il sait, son profil sécurise. Il prend le pouvoir sur quelqu'un de plus doux, plus malléable. En diminuant l'autre, il augmente son estime. Quatrième profil, le planqué de l'amour. La personne cache à l'autre ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent pour le satisfaire, afin qu'il ne se mette pas en colère et ne la rejette pas. Elle est charmante, flexible, mais c'est un masque. Souvent dans une posture de victime, elle se sent coupable d'être et d'agir. Elle envoie des « je t'aime » par message, alors qu'en fait c'est faux. L'autre le gonfle et elle se sent étouffée. Cinquième et dernier profil, le clivé, c'est monsieur et madame parfait. Il sait où il va, il réussit, mais tout est dans des cases sans nuance. C'est tout bon ou tout mauvais. Il ne parvient pas à réunir le sexe et le cœur en même temps, ou il sera un super amant au lit, mais il ne parviendra pas à se confier et à développer une intimité émotionnelle, ou il sera dans la complicité, mais avec une vie sexuelle très light, parfois inexistante. Alors, question, est-ce qu'on est un seul profil ou tous les profils selon la relation ? Et est-ce que ça peut évoluer ? Est-ce qu'on peut changer de profil ?
Alors, on peut pas avoir tous les profils quand même. On peut en avoir souvent quand on a le frileux, c'est le plus costaud celui-là. Hein. C'est les problèmes d'atterrissage sur Terre. En général, on en a un peu des autres. On prend pas soin de soi, on a du mal avec sa valeur. Ça, c'est le profil 2 altruiste. On va être un peu planqué comme ça, voilà, un peu contrôlant aussi, c'est possible. Après, par exemple, le profil alpha, c'est très rare quand il va être frileux, parce que là, on est sur des problématiques inversées. Oui. Donc, on peut pas tout avoir. On peut surtout avoir une base, enfin, un profil. Ce sont des stratégies de survie. Hein. Oui. Donc, c'est des stratégies de survie, donc c'est des systèmes de défense, donc des lunettes d'enfants sur une vision d'adulte. Je ne suis pas une thérapeute qui croit au miracle. Ce sont des réactions premières. Mais par contre, je peux prendre du recul avec mon moi adulte et puis changer mes lunettes. Et parfois, on n'a pas le temps de dire ouf, qu'on est stimulé et qu'on rejoue la partition quand on était enfant et on a peur du rejet et donc on ne dit pas la vérité, on ment ou on manipule ou on séduit, on refait des choses qu'on connaît. Mais c'est pas grave. Il y a aussi un travail d'acceptation de soi comme on est. Et vous dites qu'en général, pour qu'un couple fonctionne, les profils doivent s'emboîter et être complémentaires. Pourquoi est-ce que 2 profils du même genre ne peuvent pas rester longtemps ensemble ? Si, ils peuvent rester en temps, mais ils vont s'ennuyer un peu. C'est-à-dire, c'est confortable, en fait. Okay. C'est zone de confort. Bah oui, par exemple, moi, je suis un frileux, j'aime bien ma solitude et mon autonomie. Je me mets avec quelqu'un comme moi. Donc, on va être plan-plan, enfin, on va faire chacun nos trucs de nos côtés, on va pas trop aller vers le social, on va pas voir trop de monde. Donc, c'est zone de confort. Ouais. C'est fonctionnel, mais on va pas se challenger, quoi. Voilà, de ce qu'on a le plus besoin, qui est le complémentaire. En début de relation, vous parlez d'une loukumisation, j'adore. On monte dans une fusée ensemble sur base d'un vague rêve commun et vous dites que plus on fait des plans imaginaires à 2, plus la rupture est difficile. Est-ce que c'est parce qu'on est plus accroché au projet du couple qu'à la personne ? Les deux, en général. Je pense qu'il y a le phénomène d'idéalisation de la personne. On va embellir c'est ce qui rend l'état amoureux. Sinon, il n'y a pas cet état amoureux. Si je ne suis pas admiratif, mais voire fasciné par l'autre, je m'accroche moins, en fait. Je suis moins là, gaga. Donc, il y a l'idéalisation du partenaire et souvent l'idéalisation du projet couple. À 2, nous pourrions faire vraiment un couple merveilleux, vecteur de bonheur et de complétude et de satisfaction et de tatati tatata. Des fois, pour certaines personnes qui ont eu des familles tristounes ou divorcés, que ça marchait pas, c'était pas terrible, ils vont rêver du couple magnifique ou de la famille unie. Et puis d'autres, c'est mon père était pas terrible pour une femme et donc je vais avoir un homme extraordinaire dans ma vie. Voilà. Tout dépend, mais c'est souvent les deux en même temps. Donc ça va être d'autant plus difficile que le rêve va se casser la gueule, quoi. Il y a aussi justement la question de la passion au début d'une relation. On sait que cet état n'est pas possible sur le long terme. Donc quand la passion disparaît, il faut observer les valeurs et les liens qui restent entre les 2 personnes. S'il n'y a rien de solide, la relation s'effondre. Mais est-ce que la passion est un passage obligé ? Est-ce qu'un démarrage plus calme n'aurait pas plus de chances d'aboutir à une relation qui va se construire sur le long terme ? Mais si, mais nos anciens, ils le savaient, ça. Ils avaient compris le truc. Ils faisaient des mariages arrangés. Après, c'était pas toujours gagnant-gagnant. Hein. Il y avait aussi des impairs là-dedans. Mais oui, ceux qui ont tendance à ne pas s'agiter sur la passion vont augmenter un sentiment de stabilité. Si on est plus stable, on peut se concentrer sur plein d'autres choses. Oui. Parce que quand on est bouffé et dévoré par la passion, on met une énergie de dingue dans cette histoire. Pendant qu'on est dans la love affair, on peut pas être partout. Hein. Donc on met moins de nous ailleurs. Bon voilà, donc ça c'est une équation à piger. Après, ceux qui sont addicts à l'intensité de la passion, ils s'en défont pas comme ça. C'est un goût particulier, c'est une accroche, quoi. C'est comme n'importe quelle addiction, donc c'est une drogue. Et donc après, souvent, ils se disent mais ma vie est fade. Ouais. Et je pense qu'on a beaucoup à voir pour sortir de cette galère d'addiction à l'intensité amoureuse, à se rendre la vie intense. À arrêter de s'ennuyer avec soi-même. Ouais, c'est ça, ou de trouver sa vie globalement fadasse ou inintéressante ou inodore. Rendre les autres plans de sa vie intéressants, pas que... Voilà. Ou arrêter de se rendre sa vie pas chouette, quoi. Ouais. Voilà. Et ça, c'est de notre responsabilité, parce que l'autre, il n'est pas là pour nous sauver la vie et nous rendre la vie intense, parce que notre vie, en général, on a un boulot qui nous saoule, qu'on fait de l'alimentaire, ou qu'on a des gosses qui nous fatiguent, ou que je sais pas quoi. Et donc, la vie intense, elle se passe dans la vie amoureuse, mais c'est manquer de lucidité.
et de se dire mais attends, mais comment je m'organise pour avoir une vie qui globalement ne me correspond pas en fait. Ce qui explique votre succès, c'est sans doute parce que votre discours dénote par rapport aux multiples coachs de l'amour qui peuplent Internet. Le thème le plus flagrant où vous êtes en décalage, je trouve, c'est celui de la reconquête de l'ex. Vous dites, si c'était la femme de votre vie, elle serait toujours là, elle a quitté le bateau parce qu'elle était tellement mal avec vous qu'elle a refermé son cœur. Vous agrippez à quelqu'un qui est dans cet état d'esprit, c'est donc très mal parti. Vous conseillez d'arrêter de mettre de l'énergie au service de la reconquête de l'ex ou de se laisser envahir constamment par les beaux souvenirs vécus avec l'ex, mais plutôt de faire le deuil pour repartir vers du neuf. Quelles sont selon vous les raisons qui nous empêchent de tourner la page après une rupture ? C'est le vide affectif ? Oui, alors en plus je suis concernée. On Je parle de ma vie parce on que est tous concernés, je vous rassure. ça c'est vraiment une question. Est-ce que je m'accroche désespérément à mon ex parce que je suis vraiment dépendant et que j'ai un attrape-nigo, il y a un attrape-nigo qui est que je crois que si je l'avais, je serais comblée ou je sais pas quoi, je serais épanouie, heureux ou je sais pas quoi. Donc est-ce qu'on est deux dépendants à ne pas se lâcher ? On peut regarder l'histoire. Ou est-ce qu'on ferait mieux de mettre de l'énergie par rapport à cette histoire de vide affectif, justement, ou de ma vie qui est ennuyeuse ou qui n'est pas intéressante ? Est-ce qu'on ferait pas mieux de mettre beaucoup plus d'énergie déjà sur notre centre ? Qui sommes-nous ? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre et qu'est-ce qui nous porte ? Plutôt que d'attendre que l'autre, l'ex, en récupérant l'ex, on serait comblé. Ça, c'est une vraie question. C'est quand même un travail que j'ai fait, qui est un travail vers l'autonomie. En cheminant, il y a des acquis, en fait. C'est OK, j'ai vu combien je m'étais blessée là-dedans en acceptant des trucs qui ne me correspondaient pas du tout. Donc, je repars pas comme avant. Et en fait, on se soigne petit à petit quand même. Quand on travaille sur soi, en faisant un travail de thérapie ou en écoutant ou en lisant des bouquins ou vers la spiritualité, il y a quand même des acquis qui se font. Et il y a des choses qui se pigent. Et à partir de là, même si on repart avec l'ex, on repart pas du même endroit. Mais il faut que l'ex ait cheminé aussi, alors. Il faut que l'autre ait cheminé, mais sinon ça se refera pas. L'histoire ne repartira pas et c'est pas grave. C'est pour ça que là, des fois, je dis ne mettez pas d'énergie au service de la reconquête d'un ex si vous n'êtes pas les deux à remanier pour partir sur d'autres bases. À un moment donné, on n'a pas la compétence, nous, en tant que partenaire, de sauver l'autre, de le rassurer, de le changer, si l'autre n'est pas conscient de ce qui se répète, de ces schémas répétitifs, et puis de voir est-ce qu'il peut faire un travail sur la valeur, par exemple, de reconnaître sa valeur indépendamment de nous. Quelqu'un qui se dévalorise tout le temps, c'est quelqu'un qui peut avoir le schéma honte, imperfection, ou le schéma abandon, j'ai pas de valeur, je suis pas assez bien pour toi, etc., et qui se le répète toute la journée. Et donc, même si on lui fait des compliments, effectivement, l'autre, ça lui rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Mais oui, c'est quand même beaucoup plus facile quand les deux partenaires sont d'accord de se remettre en question que quand il y en a que l'un des deux. Et malheureusement, il y a des partenaires qui n'ont pas du tout envie de mettre le zoom sur eux. Parce qu'ils n'ont pas appris à le faire, ils ne sont pas dans le milieu de la psychothérapie, où souvent j'entends « mais non, mais moi je ne suis pas fou », ou « c'est toi qui ne vas pas, remets-toi toi en question, mais moi je vais bien ». C'est des systèmes de défense. Donc tout le monde n'est pas en mesure, ou n'a pas envie, ou n'est pas prêt à faire un travail sur soi. Moi je vois quand même dans mon milieu beaucoup de femmes qui consultent, il y a quand même moins d'hommes, même s'il y a des hommes. Même s'il y en a quand même, vous êtes au courant, quoi. Après, vous étonnez pas que ça va être compliqué de se remettre en question. C'est quelqu'un qui va vous dire « Ah bah non, mais t'analyses tout, tu réfléchis trop, va travailler sur toi, vivons la relation, arrête de te poser des questions. » Il y a du ressentiment. C'est le problème des couples longs, quand même, que je vois dans mon cabinet. Ceux qui ont des 12 ans, 20 ans, là, ils ont du lourd, quand même. Il y a pas que... c'est pas que toujours des moments rigolos. Donc, il y a tous ces moments de ressentiment qui traînent. Et la difficulté, c'est d'effacer ou de refaire reset sur ces ressentiments. Ça, c'est vraiment un défi pour ces couples qui durent, avec des obstacles qui ont été sur la route, parce qu'il y a des couples qui vont être fluides, qui vont pas trop se prendre la tête, et puis il y a des couples qui vont, avec ces états amoureux, passionnels, etc., qui vont quand même beaucoup plus se prendre la tête, et avoir beaucoup plus de ressentiment que d'autres et de vigilance. Et voilà. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça vaut la peine de mettre de l'énergie au service de ce couple ou de lâcher complètement l'affaire ? Alors ça, j'en sais rien, c'est un cas par cas. Posez-vous la question. Votre deuxième livre s'intitule « Quand la peur de perdre l'autre me fait le perdre ». Ces dynamiques concernent beaucoup de monde, j'ai l'impression. On a envie d'emprisonner, de conserver, de contrôler, et on finit par étouffer l'autre et nous-mêmes. Ce qui s'agit derrière, c'est le besoin de sécurité. Ah oui, complètement. Le besoin de sécurité.
À deux, c'est mieux que tout seul. Mais comment je vais faire tout seul ? Oh là là, c'est moins bien. Je vais rejoindre la bande des célibataires. Ils n'ont pas l'air très... bon, ça n'a pas l'air terrible. Je vais perdre de la sécurité, je vais perdre de la tendresse, je vais perdre de la sexualité, je vais perdre de la complicité, avec qui je vais faire mes randonnées, avec qui je vais partager mes repas, qui c'est qui va me parler le soir quand je rentre du boulot. Enfin, plein de trucs comme ça. Et en général, si je perds, souvent je dis mais non, mais ça va, je sais gérer ma solitude. Eh ben, poète, moi, j'y crois pas une seule seconde. Les gens qui me disent ça, je leur dis, mais non, mais attends, si c'était vraiment vrai que c'est cool le célibat, à ce moment-là, tu mettrais tes limites beaucoup plus facilement. Si tu les mets pas, c'est qu'il y a vraiment des accroches, il y a des croyances qui se traînent ou il y a des peurs de perdre. Et la peur de perdre, c'est vraiment un essentiel. Ça, c'est vraiment... La peur de perdre revient... au vide en fait, à la peur de la solitude et au vide affectif qui est à la source de toutes nos problématiques amoureuses. En 2020, vous souffrez de troubles digestifs très douloureux qui vous laissent extrêmement faible et vous en arrivez à la constatation que lorsqu'on est malade, on est seul. Il faut faire le deuil du soutien de l'autre, qu'on soit en couple ou pas, pour ne pas trop peser sur l'autre. Vous dites une phrase très juste, quand vous êtes malade avec ou sans compagnon, de toute façon, vous le traversez. Est-ce que cette expérience a changé votre vision sur la place à donner à la relation amoureuse ? J'ai failli mourir dans cette histoire, dans cet épisode quand même, il faut dire la vérité. Et oui, ça a changé des traversées comme ça, traverser ces enfers. D'abord, soit on meurt, soit on ressuscite. Et ce travail sur la solitude, moi j'avais un enseignant spirituel dans le tantrisme qui me disait toujours mais enfin, arrête de courir derrière la fusion, les beaux mecs, machin, tout ça. Essaye de te remplir de toi, remplis-toi de l'énergie en fait. Arrête d'être comblé par l'autre. Et moi je disais, il est gentil, c'est joli la théorie, mais bon, c'est pas séduisant son truc. Moi je préfère me coller à un mec, le grand amour, on fait l'amour, c'est tellement bien, c'est génial, machin, tout ça. Solitude, ouais, bon, ok, je m'allonge un peu, je fais 3 minutes de méditation, je fais de la relaxation, c'est sympa, puis après je repars dans la relation, ou dans le sport, ou dans le boulot, dans tout ce que tu veux. Et à ce moment-là, j'ai fait cette bascule. J'ai compris que la porte, ça pouvait être la porte de l'unité, du retour à l'unité. Ça pouvait effectivement passer par la fusion sexe-cœur et plus haut, ou de passer par la solitude. C'est vraiment une porte de l'accès au mystique et du retour à l'unité. Et il faut être plus courageux pour se dire, bon, allez, je retrousse mes manches, je vais dans le seul à seul pour trouver de la complétude par moment dans la solitude, parce que tu peux pas te compléter tout le temps à deux, mais tu peux pas te compléter tout le temps dans la solitude. Mais c'est des moments qui sont intenses dans le silence, et à chaque fois que j'y retourne, je me dis, mais comment ai-je fait ? Pourquoi j'ai pas découvert ça plus tôt ? Ça m'aurait évité la dépendance affective. Parce que là, il y a des options. C'est-à-dire, à la fois, tu peux, s'il y a un compagnon qui se pointe, tu peux aller dans la fusion charnelle ou romantique, ou ce que tu veux, mais tu peux aussi le trouver dans la solitude. Donc, c'est quand même vachement important, parce que sinon, t'es coincé dans « à deux, c'est mieux ». Et ce goût du silence, en général, on le dit, il n'y a pas que moi qui le dis, ça se développe, et à un moment donné, tu as presque beaucoup moins besoin des autres. Alors qu'avant, c'est difficile de faire sans l'idée d'un couple prochain. On dit souvent, les célibataires, ils attendent le prochain couple. C'est un entre-deux, tu vois. Ouais. Parce que, c'est un choix un peu par défaut. Allez, je me reconstruis, je fais des trucs pendant que je suis seule et célibataire, je me fais des potes et tout. Mais j'attends mon prochain couple. Et là, je pense qu'avec cette option, il y a une paix qui s'installe, une tranquillité dans ces espaces de silence, de rencontre de soi à soi. Ce podcast, comme les auditrices et les auditeurs viennent de l'entendre, évoque longuement le thème des applications de rencontres. Alors, j'aurais voulu connaître votre avis sur les applications de rencontres, votre impression. C'est une bonne ou c'est une mauvaise idée ? C'est un outil. Après, je trouve. Alors moi, je dis comme ça, moi, ça m'amuse. Ceux qui sont sur les applis de rencontre, c'est pour se rencontrer amoureusement. Donc, soit pour se caser, soit pour consommer. Donc, c'est quoi ? Je les appelle les SDF de l'amour ou du sexe. Oui, ils n'ont pas tellement d'options. Ça. Ils courent après quelque chose. Ouais. Donc, ils sont en manque. Sinon, ils courent pas comme ça. Enfin, ils y vont comme ça, en dilettante, et puis parce que c'est chronophage quand même comme activité. Ouais. Donc, ils y veulent quoi. J'y veux, j'y vais quoi. Il faut être volontariste. Donc, il y a un côté proactif que je trouve ça sympa parce que c'est sûr que si tu restes chez toi en attendant que le prince charmant il débarque, il va peut-être pas débarquer tout de suite. Mais en même temps, des fois, c'est tellement volontariste qu'on voit ils sont en manque et qu'ils attendent quelque chose et qu'ils pensent qu'ils vont être comblés s'ils atteignent l'objectif. Et comme dit très bien Éric Barré, que j'aime bien, il dit il y a que les gens malheureux qui ont des objectifs.
Et c'est pas faux. Après, il y a des gens qui se rendent compte, c'est un outil, donc pourquoi pas. Je pense qu'il faut y aller avec légèreté. Je pense que ce qui est le plus important, et moi j'œuvre plutôt là-dessus, qui est de développer un tissu relationnel de qualité, avant toute chose, plutôt que d'attendre tout du couple. Véronique Cohn, on arrive au terme de cet entretien. Merci du fond du cœur, et merci très personnellement, parce que quand j'étais au fond du trou pour une rupture, merci pour votre conférence, d'avoir dit que la rupture était un cadeau, parce qu'en effet, je le confirme, ça l'est. J'ai l'habitude de laisser le mot de la fin à la personne que j'interviewe. Donc voilà, qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour conclure, que j'aurais peut-être oublié de demander, ou quelque chose que vous voudriez ajouter? Je voudrais rajouter que le couple romantique même, je pense qu'il y a quelque chose de beau à garder. J'aime bien le côté esthétique et la beauté, ça a toujours été quelque chose qui m'a porté, de se remplir et de se nourrir de ça, avec plus de discernement, quand c'est possible. Ce discernement, il s'acquiert avec les expériences, mais aussi avec tout un travail de lecture, de compréhension, peut-être d'aller voir au rayon philosophie, au rayon spiritualité, au rayon psychologie, parce que sinon, on ne peut pas profiter vraiment de ces moments-là, parce qu'on en attend trop. Merci. Est-ce que rechercher une histoire d'amour serait devenu l'ultime transgression ? Oui, j'ai peur de crever seul. Oui, j'ai la trouille de ne jamais trouver ma princesse Disney. Oui, j'ai la trouille de comprendre qu'elle n'existe pas. Mais pour autant, est-ce que j'ai vraiment envie d'être un SDF de l'amour et du sexe, pour reprendre l'expression de Véronique Cohn? C'est beau aussi quand il n'y a plus que l'instant et le vide face à nous. C'est effrayant l'inconnu, mais c'est la liberté. C'est la vie, pleine de promesses et de profondeur. Le flot des expériences qui nous porte.